Et bienvenue à cette cinquième vidéo concernant le module réseau et communication pour les étudiants Master 1. Donc on va essayer de partager cette vidéo en deux parties. La première partie, on va essayer d'expliquer le principe du routage IP. Dans la deuxième partie, on va parler de ce qu'on appelle le NAT ou le Network Address Translation. Donc, pourquoi on a besoin du routage IP? Donc, tout simplement parce que pour pouvoir transmettre des paquets d'une source à une destination, surtout dans le cas où, c'est-à-dire les deux réseaux source et destination sont séparés par plusieurs routeurs, c'est-à-dire ils ne sont pas dans le même réseau, donc les paquets vont devoir transiter par plusieurs sauts. Dans ce cas, on doit à chaque fois, c'est-à-dire qu'on traverse un routeur, on doit spécifier quel chemin il faut prendre. Donc là, c'est-à-dire le principe est de configurer chaque saut avec les différentes destinations possibles afin que les paquets, c'est-à-dire savent quel chemin prendre pour arriver à la destination. Donc là, le mieux c'est d'expliquer le principe à travers un exemple concret. Donc, on va essayer de reprendre l'exemple qu'on avait utilisé dans le cours numéro 3, partie 2. Donc, c'est-à-dire le cours sur c'est-à-dire l'adressage sous réseau, c'est-à-dire comment on divise un réseau en sous-réseau. Donc, on va essayer d'utiliser l'exemple de ce cours. Et ce qu'on a fait en quelque sorte, on a rajouté, on a rajouté en quelque sorte un deuxième réseau. Donc on a le premier réseau 172.1.0 et on a un deuxième réseau 1.0. On a interconnecté les deux par une liaison point à point. C'est-à-dire que c'est un lien qui relie les deux réseaux directement. C'est-à-dire en pratique, peut-être, c'est-à-dire les deux réseaux sont séparés par plusieurs routeurs. Ou bien, des fois, c'est-à-dire vous pouvez avoir, c'est-à-dire là, je vais rajouter juste un autre routeur, d'accord. Et il se peut que, c'est-à-dire pour arriver à la même destination, d'accord. Donc je peux avoir un deuxième chemin, c'est-à-dire les paquets, c'est-à-dire d'un PC ici vers un PC ici, ils ont en quelque sorte deux chemins. Ils peuvent prendre le chemin direct, donc connectant les deux réseaux, donc ça sera le chemin 1, donc le chemin primaire, comme ils peuvent prendre un deuxième chemin, bon, qu'on peut utiliser par exemple pour comme backup, c'est-à-dire que j'utilise ce chemin de façon permanente. Si ce chemin n'est pas disponible, donc par exemple cette ligne est coupée, je peux utiliser un autre chemin. Donc le routeur doit savoir à tout moment, c'est-à-dire quel chemin prendre. Donc c'est un petit peu une autre raison pourquoi on a besoin de configurer le routage entre différents réseaux. C'est-à-dire de pouvoir spécifier différents chemins possibles pour nos paquets pour pouvoir arriver à la destination. D'accord? Donc je vais essayer de supprimer. Donc c'est différent. Voilà, donc rappelons maintenant, c'est-à-dire l'adressage qu'on a utilisé pour ces deux réseaux. Donc on a un réseau global de 172.16.1.0 qu'on a divisé en 5 sous-réseaux. Donc c'est-à-dire pour le détail, comment on fait la décomposition, donc il faut se référer au cours numéro 3, partie 2 sur l'adressage des sous-réseaux. D'accord? On a rajouté un autre réseau qui est le 192.168.1.0. Donc probablement, c'est-à-dire les machines ici, dont les adresses .1, .2, etc. D'accord. Pour le serveur, je peux choisir par exemple une adresse, c'est-à-dire dans un intervalle spécifique, ça peut être par exemple .200, etc. D'accord. Et pour ma passerelle, donc le routeur, donc il aura la dernière adresse, donc on prendra l'adresse 254. D'accord. Donc rappelons tout simplement que la classe C, on va utiliser par défaut le mask slash 24, c'est-à-dire que c'est 3 fois 250, 3 fois 255. Voilà, donc là je vais mettre slash 24, c'est pas très clair, mais c'est pas grave. Voilà. Très bien, donc ça c'est concernant le deuxième réseau qu'on a rajouté. Donc pour les différents sous-réseaux, donc rappelons qu'on avait
utiliser, je crois, des masques 248 pour ces différents PC. D'accord? Donc ici, c'est un masque 3 fois 255.248. C'est-à-dire qu'on a laissé, je crois, on a laissé 5 bits pour la partie machine. 2 puissance 5, c'est 32. 32 moins 2, c'est 30. Donc on aura 30 adresses dans chaque département. Ici, c'est point 1, point 2, par exemple, pour le département 1. Prochain réseau, il commence avec le point 32. Donc j'aurai point 33 et point 30, donc point 34 et point 33, j'ai oublié 33, non, je vais commencer avec le 34 pour ce réseau, c'est pas grave, et ainsi de suite. Ici, ça sera point 65, 66, et ainsi de suite. Par contre, pour mes passerelles, donc ça va être la dernière adresse dans chaque sous-réseau. Donc ici, c'est le point 0, il se termine à l'adresse point 31 qui est l'adresse broadcast, donc ça va être 30 ici, d'accord? Ça va être 30 pour cette interface. Donc cette interface, ça représente la passerelle pour le premier département. Donc pour cette interface, ça va être la dernière adresse. Donc c'est 64, donc broadcast c'est 63 pour ce réseau et donc la dernière adresse va être 62. Ainsi de suite. C'est-à-dire pour le détail des adresses, on peut se référer au cours 3, partie 2, etc. D'accord? Donc par contre, ce qui me reste en termes d'adressage, c'est la liaison point à point entre les deux réseaux. D'accord? Parce que, c'est-à-dire, bien que, c'est-à-dire, j'ai configuré les différents départements avec leur propre sous-réseau et ainsi que le réseau que j'ai rajouté, même pour la liaison point à point, il faudrait que je donne des adresses IP à ces interfaces. D'accord? Donc, comme vous voyez, c'est une liaison point à point. Donc, j'ai que deux connexions. Hein? J'ai que deux interfaces. Donc, j'aurais besoin, en quelque sorte, de deux adresses IP. Donc, ce qu'on peut choisir pour cette liaison, c'est tout simplement un réseau hein, avec deux adresses. Hein. Donc, je peux choisir, par exemple, l'adresse 10, hein, .10.10, je vais prendre une adresse, et à la fin, je vais mettre un 0 avec deux adresses. Donc, comment je vais pouvoir choisir deux adresses? Tout simplement en ayant un masque avec 2 bits pour la partie machine. 2 bits pour la partie machine, ça veut dire que c'est 2 puissance 2, donc j'aurai 4 adresses. 4 adresses moins 2, donc il me reste 2 adresses. D'accord? Donc, première adresse, c'est l'adresse du sous-réseau. La dernière, c'est le broadcast. Il me reste 2 adresses. Et ça me permet d'obtenir exactement 2 adresses pour cette liaison point à point. Donc, si je prends 2 bits pour la partie machine, donc ça sera 3 fois 255 plus 6. Donc, ça fera au total 30. Donc, ça sera un masque avec un slash 30 ou bien 3 fois 255, 252. 252. C'est-à-dire vous pouvez vérifier que si vous avez le dernier octet avec 6 bits sur la partie machine, donc il vous reste 2 bits uniquement, ça sera un slash 30. D'accord? Donc là, je pourrais donner l'adresse point 1 à cette interface. Donc je vais reprendre le crayon. Voilà. Donc, ce sera le point 1 ici pour cette adresse. D'accord? Donc, ce sera cette interface, comme ça, ce sera plus clair. Et le point 2. Voilà. Très bien. Donc là, j'aurai sur cette liaison point à point les adresses 10.10.10.1 ici et l'adresse 10.10.10.2 ici. Très bien. Donc là, j'ai adressé complètement mon réseau. D'accord? Maintenant, c'est-à-dire comment je vais pouvoir configurer le routage. Donc, pour pouvoir configurer le routage, en quelque sorte, il y a deux parties. Donc, il y a partie qui se fait automatiquement par le routeur, vous n'avez pas besoin de la configurer, et il y a une partie que vous devez la configurer manuellement. Donc, la partie qui est faite par le routeur automatiquement, c'est tout simplement l'ajout des sous-réseaux auxquels le routeur est directement connecté. C'est-à-dire que, tout simplement, le routeur, lorsque vous le configurez, par exemple, vous prenez un de ces interfaces, hein, donc là, on a oublié de nommer les interfaces. Donc, ces interfaces, par exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Donc là, on va nommer ces interfaces. Bon, je vais juste mettre le nomination ici. Donc, ça va être E0 ici, hein, pour cette interface. Voilà.
slash ici, E0, E1, donc pour Ethernet 1, d'accord. Donc E1, E2, hein, ça va être E2, donc E3 et E4. Donc E0, E1, E2, E2, E3 et E4. Donc on a au total 5 interfaces. Pour la liaison point à point, généralement c'est des interfaces série. Hein. Donc le nom de l'interface, on va le nommer par exemple ici S0. Hein. Et ici, comme c'est un interface différent de ce routeur, donc on va le nommer aussi S0. Hein. Donc là, c'est les interfaces qui existent sur deux routeurs différents. Et cette interface va être par exemple E1 ou bien E0. Voilà, donc là, donc la partie concernant le routage qui se fait automatiquement par le routeur, c'est la configuration des sous-réseaux, c'est l'ajout des sous-réseaux à la table de routage auquel le routeur est directement connecté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, lorsque je vais configurer l'interface E0 avec l'adresse IP 172.16.1.30, automatiquement, bien sûr avec le masque correspondant, donc là c'est un masque 3 fois 255, 224. Donc, automatiquement, le routeur va, c'est-à-dire rajouter à sa table de routage le réseau 172.16.1.0 avec le masque 3 fois 255, 224. Du fait que vous avez configuré une interface dans ce sous-réseau, automatiquement, le routeur rajoute une entrée dans sa table de routage concernant ce sous-réseau. Donc, essayons de dresser un petit peu sa table de routage ensemble. Donc, voilà, donc je vais prendre juste une ligne et je vais essayer de schématiser un petit peu comment cette table de routage va être représentée. Donc je vais avoir en quelque sorte plusieurs colonnes. Donc je vais avoir une colonne pour les adresses du sous-réseau. Donc le masque ici par exemple, là le prochain saut et ensuite l'interface. D'accord? Je vais essayer d'utiliser le clavier. Donc on va mettre adresse. Donc je vais mettre adresse S.R, d'accord, pour représenter les adresses sous réseau. Ensuite, mettre le masque. Ensuite, adresse. Bon, c'est un petit peu aligné, mais c'est pas grave. Adresse prochain saut, d'accord. Et ici, je vais avoir l'adresse de l'interface, ou bien plutôt le nom de l'interface. Donc interface. Etc. Bon, c'est pas très aligné, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de pouvoir expliquer le principe. D'accord? Donc, supposons qu'on on s'est connecté à ce routeur, on a configuré l'interface E0 avec l'adresse 172.16.1.30. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le routeur, il a une table qu'on appelle table de routage. Il va rajouter une entrée dans cette table. Disons que, attendez, donc on va essayer de configurer ce sous-réseau, on va mettre 172.16.1.0 avec le masque correspondant. Donc le masque va être 255.255. On va essayer de passer à la deuxième ligne, 224. D'accord? Et là, c'est-à-dire comme ce sous-réseau est directement connecté au routeur, on n'a pas besoin d'envoyer le paquet à un autre routeur. Donc au niveau du prochain saut, on va mettre tout simplement directement connecté. C'est-à-dire on est directement connecté à ce sous-réseau. On n'a pas besoin de l'envoyer à un autre routeur. Et l'interface auquel ce sous-réseau est connecté, c'est E0. Voilà. Très bien. Donc ici, tout simplement, le routeur, s'il a un paquet qui arrive sur une autre interface à destination de ce sous-réseau 172.16.1.0, il sera tout simplement qu'il doit l'envoyer sur l'interface Ethernet E0. Donc doit l'envoyer à ce réseau local auquel il est directement connecté. Il n'a pas besoin de le forwarder à un autre réseau. Très bien. Donc de la même manière, on va configurer le reste des interfaces E1, E2, E3 et E4. Donc on va essayer de prendre un deuxième exemple. On va pas
On va pas configurer, c'est-à-dire tous les réseaux, on va juste prendre quelques exemples. On va rajouter un autre juste pour assurer que tout le monde a compris. Donc 172.16.0.32. Donc là, c'est l'adresse du sous-réseau. Le masque correspondant, je vais essayer de m'aligner un petit peu. 155.255.224. Ensuite, donc directement connecté, donc je vais mettre deux barres juste pour ne pas réécrire ça. Et l'interface, ce sera E1. D'accord? Et ce sera la même chose pour les réseaux .64, .96 et .128. D'accord? Rappelez-vous que le réseau .128, il a juste un masque différent du moment qu'on avait utilisé, c'est-à-dire un réseau, c'est-à-dire on avait besoin d'un réseau plus grand. D'accord? Donc pour le masque, ça va être, je crois, un .192. Très bien. Donc on va juste rajouter un troisième exemple pour la table de routage du routeur R0, donc qui concerne le réseau 10.10.0. Parce que n'oubliez pas que il est connecté aussi à ce sous-réseau sur l'interface S0. Donc ça va être tout simplement 10.10.10.0. Ensuite, le masque, comme c'est un réseau de deux adresses, on avait dit que le masque, ça va être 3 fois 255.252, d'accord? Et, donc, on n'a pas de prochain saut, donc c'est directement connecté. Et l'interface, ce sera S0, l'interface auquel on est connecté à ce sous-réseau. Maintenant, on va essayer de rajouter, donc ce qu'on a besoin vraiment de rajouter manuellement. Donc là, vous avez compris le principe. Les différents sous-réseaux auxquels vous êtes directement connecté, vous n'avez pas à configurer des routes tout simplement du fait que le routeur, il prend connaissance automatiquement de ces routes auxquelles il est directement connecté lorsque vous allez configurer les interfaces auxquelles, c'est-à-dire le routeur est connecté. Très bien. Maintenant, la deuxième partie que vous devez configurer manuellement, c'est le réseau auquel vous n'êtes pas directement connecté. Donc l'exemple typique, c'est le réseau 192.168.1.0. Donc, on sait très bien que si un PC ici veut contacter le serveur qui est ici, il doit envoyer c'est-à-dire ses paquets à sa passerelle. Donc, le routeur, on devrait, c'est-à-dire bien que on n'a qu'un seul lien ici, mais c'est-à-dire on devra obligatoirement configurer une route vers ce réseau. Donc, comment on va configurer une route? On va rajouter une entrée dans la table de routage qui dit que pour pouvoir joindre le réseau 192.168.1.0, envoyer des paquets au routeur R1. Donc R1, comment on va le reconnaître? On va le reconnaître avec l'adresse IP de l'interface auquel on est directement connecté. Donc on va essayer d'écrire ça. Donc si je veux, donc je vais essayer de remonter un petit peu. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est parce qu'on n'a pas assez de place, donc on va essayer de juste supprimer. On va essayer de supprimer. Très bien, donc j'ai libéré un petit peu d'espace en haut, donc pour pouvoir, c'est-à-dire rajouter une autre route. Donc là, ce que je vais faire, donc je vais spécifier le réseau destination, donc c'est 192.168.1.0. Donc le masque correspondant à ce sous-réseau, c'est un /24. Donc ça sera 3 fois 255. Donc je vais descendre ici, c'est pas grave. 3 fois 255.0. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va utiliser comme adresse du prochain saut? Donc si je suis ici, je dois envoyer le paquet au routeur R1. Donc je dois envoyer des paquets à l'adresse IP de l'interface auquel le routeur R0 est connecté. Donc ça sera le 10.10.10.2. Je vais venir ici et je vais rajouter comme prochain saut 10.10.10.2. Voilà. Et pour l'interface de sortie, donc ce sera l'interface S0. Voilà. Très bien. Donc là, vous voyez un petit peu, c'est-à-dire le principe. Pour les réseaux qui sont directement connectés, on va les détecter de façon automatique lorsqu'on va configurer les adresses IP des interfaces du routeur. Par contre, tout ce qui est réseau externe, je dois le rajouter manuellement en spécifiant l'adresse du sous-réseau, le masque, l'adresse du prochain saut et le nom de l'interface de sortie.
D'accord? Donc ça a été la table de routage du routeur R0. Donc, je peux rajouter ici table routage R0. Voilà. Très bien. Donc, essayons de la même manière de construire la table de routage du routeur R1. D'accord? Donc, je vais essayer d'utiliser une ligne. Je vais essayer de travailler en haut. D'accord? Donc, ça sera sous réseau, masque, adresse, prochain saut et interface. Je vais essayer de remplir les colonnes. Donc adresse sous réseau. Voilà. Masque. Adresse prochain saut. Donc, je vais descendre. Et là, ça va être interface. Donc, j'ai une colonne en plus, c'est pas grave. Voilà. Donc là, pour les adresses des sous-réseaux, en quelque sorte, auxquels je suis directement connecté, j'ai deux. Donc là, c'est simple. 92.168.1.0. D'accord. Ensuite, le masque, ça sera 3 fois 255.0. Adresse du prochain saut, je vais mettre directement connecté, des points C, juste pour aller plus vite. Et l'interface, c'est E0. De la même manière, donc je vais venir ici, je vais rajouter l'adresse de la liaison point à point, donc 10.10.0. Le masque, 3 fois 255.252. Adresse du prochain saut directement connecté. Et l'interface de sortie, c'est S0. Très bien. Donc maintenant, je dois rajouter, c'est-à-dire ces sous-réseaux. Donc là, comment on va procéder? On peut soit, on a deux façons de faire. Soit on rajoute les différents sous-réseaux un par un, d'accord? Dans le sous-réseau 172.16.1.0, le point 32, 64, point 96 et point 128. C'est-à-dire on aura à rajouter 5 routes de manière statique dans la table de routage. Donc ça, une solution. Ce sera une solution. Donc pour ces différents 5 sous-réseaux, le prochain saut, ça sera l'adresse de l'interface auquel le routeur R1 est connecté. Donc ça sera le 10.10.10.1. D'accord? Donc j'aurai besoin de rajouter 5 routes. Mais, c'est-à-dire une solution plus simple, c'est tout simplement de rajouter une seule route qui résume tous ces sous-réseaux. N'oubliez pas que lorsqu'on a fait la décomposition, on avait utilisé le réseau 172.16.1.0 avec un masque /24. On avait dit que on avait une adresse sous-réseau de classe B. On avait utilisé le troisième octet pour référencer les différentes universités et bon, maintenant c'était le 1.0. D'accord? Donc là, on prend c'est-à-dire le sous-réseau en question, on va le décomposer en différents sous-réseaux pour chaque département. Donc là, pourquoi ne pas résumer ces 5 départements avec l'adresse du sous-réseau global? Donc ça nous simplifie la configuration. Donc là, je vais spécifier comme adresse sous-réseau 172.16.1.0. Donc là, comment je vais pouvoir résumer ces 5 sous-réseaux? C'est avec un masque, le masque initial que j'avais utilisé avant de faire la décomposition. Donc c'est le 3 fois 255.0. D'accord? Et je vais dire que pour joindre à partir de ce sous-réseau, c'est-à-dire ce sous-réseau global, donc ça sera l'adresse 10.10.10.1. D'accord? Et qu'est-ce que je vais utiliser comme interface de sortie lorsque je suis dans R1? C'est le S0. Donc j'aurai ici S0 de la même manière. Donc je vais rajouter ça ici, c'est pas grave. Mais ça m'a permis de résumer les 5 sous-réseaux avec une adresse sous-réseau globale en utilisant un masque plus grand. Donc qui résume ces 5 sous-réseaux. Donc d'ailleurs, c'est ça l'avantage de la décomposition dans les sous-réseaux, c'est-à-dire ça simplifie le nombre d'entrées que vous aurez besoin
au niveau de votre table de routage. Donc, j'ai pu résumer les 5 sous-réseaux à travers une seule adresse réseau en utilisant un masque, c'est-à-dire plus grand. Donc, qui inclut les différents sous-réseaux .0, .32, .64, .96 et .128 du fait que j'ai utilisé ce masque. Très bien. Donc, passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo qui concerne le principe du NAT ou du Network Address Translation. C'est-à-dire pourquoi on a besoin du NAT. Donc là, essayons de comprendre c'est-à-dire le principe à travers un exemple. Donc, on a un réseau local. Donc, on voit très bien qu'on a un réseau local ici. Donc là, c'est un réseau de classe C, 192.168.1.0. Donc, on a des machines qui sont configurées dans ce réseau local. D'accord? Donc, les deux réseaux locaux, les deux machines sont connectées à travers un switch vers un routeur. Donc, le routeur, son adresse, c'est 192.168.1.254 qui représente la passerelle pour ces machines. Il se trouve que on a un serveur connecté à ce routeur également, mais il est dans un autre espace d'adressage. Donc, l'adressage qu'on a utilisé, c'est 172.16.100.0. Donc, la passerelle pour ce réseau, c'est 254. Donc, c'est 172.16.100.254. Et l'adresse IP du serveur, c'est 172.16.100.5. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on lit ces adresses-là. Et notre routeur est connecté à un ISP, c'est-à-dire un fournisseur d'accès Internet, à travers une liaison WAN. D'accord? Donc, l'adressage au niveau de cette liaison, c'est 10.10.10.0 avec deux adresses. Point 1 côté fournisseur d'accès Internet et point 2 côté routeur local. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai la connexion, c'est-à-dire j'ai le réseau Internet. Ici, c'est Internet. D'accord? Donc là, c'est-à-dire logiquement, mes PC, les PC qui sont ici, vont avoir besoin d'aller vers des sites web qui sont dans le réseau Internet à travers ce chemin. Donc, ce qui est tout à fait logique. Donc là, ils vont envoyer leur paquet au routeur. Le routeur, probablement, il a une route vers, dans sa table de routage, vers le fournisseur d'accès Internet pour, c'est-à-dire véhiculer les requêtes des clients et, c'est-à-dire, retransmettre les réponses de ces serveurs web vers les clients dans le réseau local. D'accord? Très bien. Donc là, c'est-à-dire la topologie sur laquelle on va expliquer le principe du NAT. D'accord? Si on n'utilise pas le NAT, donc qu'est-ce qui va se passer? Les paquets qu'on va envoyer à partir du réseau local qui est ici vers Internet vont utiliser des adresses privées, vont utiliser ces adresses-là. Donc, chose qui n'est pas vraiment c'est-à-dire faisable en réalité. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des adresses qui ne sont pas uniques. C'est-à-dire les adresses privées, les différents intervalles d'adresses privées qu'on avait expliqués auparavant sont utilisés par les entreprises dans leurs réseaux locaux. Donc, ils ne sont pas uniques. C'est-à-dire les serveurs web ne vont jamais pouvoir vous retransmettre leurs réponses sur la base de ces adresses privées. D'accord? Donc, obligatoirement, la réponse doit être c'est-à-dire renvoyée à une adresse publique. Rappelons que, en termes d'adresses, donc on a deux types d'adresses, des adresses publiques et des adresses privées. Donc, les adresses privées sont bien connues, c'est les intervalles 10, 000, 172.16 de, c'est-à-dire 0.0 jusqu'à, pardon, 172.16.00 jusqu'à 172.31.00 ou bien la classe C 192.168.00 jusqu'à 192.168.255.0. Donc tous ces intervalles d'adresses, c'est des adresses privées. Le reste, donc ce qui n'est pas dans ces intervalles, c'est des adresses publiques qui sont utilisées par les fournisseurs d'accès Internet et les serveurs web et tout ce qui est adresse publique sur Internet. D'accord? Donc obligatoirement, vous devez, c'est-à-dire traduire ou translater les adresses privées à partir de votre réseau local vers une adresse publique. Donc, vous aurez en premier temps besoin d'une adresse publique, d'accord? Donc, vous allez avoir besoin de cette adresse publique. Comment vous allez l'obtenir? C'est tout simplement à partir de votre fournisseur d'accès Internet. Donc, ISP va vous donner une adresse publique que vous allez utiliser pour traduire ou translater les adresses
IP source de vos paquets lorsque vous allez envoyer du trafic ou c'est-à-dire des requêtes vers Internet. Donc là, logiquement, le point de sortie vers Internet, c'est celui-là. Donc là, lorsque vous quittez ce point, vous n'êtes plus dans votre réseau. Donc c'est ce point dans lequel on doit faire le NAT. D'accord? Donc là, on va faire un NAT ici. C'est-à-dire que si j'ai un paquet avec une adresse, donc là, je vais essayer de représenter l'entête du paquet. Donc là, c'est la partie data. D'accord? Donc j'ai ici une adresse IP source. Donc je vais mettre S, adresse IP, destination. Donc je vais mettre un D. D'accord? Donc si je ne fais pas de NAT, je vais utiliser les adresses privées qui sont ici dans ce champ-là. Donc chose qui n'est pas, c'est-à-dire correcte, du moment que je ne vais pas pouvoir recevoir une réponse en utilisant cette adresse source. Donc obligatoirement, je dois supprimer cette adresse et la remplacer par une adresse publique. D'accord? Je vais mettre ici adresse publique que je dois remplacer dans ce champ. C'est-à-dire tout obligatoirement, tous les paquets à destination d'Internet qui vont suivre ce chemin, on va voir que leur adresse IP publique vont être, plutôt leur adresse IP source vont être changées vers l'adresse IP publique que j'ai configurée et que j'ai obtenue à partir de mon ISP. C'est-à-dire un serveur web ou un serveur avec une adresse publique se trouve sur Internet, il ne va jamais voir mon adresse privée. Lui, il communique, c'est-à-dire les réponses vers l'adresse publique que j'ai utilisée lorsque j'ai configuré le NAT. D'accord? Et le routeur, ici, il va faire l'opération inverse. C'est-à-dire lorsqu'il va recevoir une réponse, hein, lorsque je vais recevoir un paquet avec une adresse IP source et une destination, donc l'adresse destination va être va correspondre à l'adresse publique que j'ai configurée au niveau du NAT. On va faire l'opération inverse et on va remplacer l'adresse destination, qui est une adresse publique, avec l'adresse privée du PC qui a initié cette requête. D'accord? Donc, en résumé, hein, lorsqu'il y a un paquet qui va être envoyé vers Internet, on va enlever l'adresse source qui est une adresse privée, on va la remplacer avec une adresse publique qu'on a obtenue à partir de l'ISP et on va envoyer le paquet vers Internet. Inversement, lorsqu'on reçoit la réponse, on va enlever l'adresse destination du paquet qu'on vient de recevoir, qui est représentée par cette adresse publique qu'on a configurée sur le routeur, et on va remettre l'adresse IP privée initiale et on va pouvoir envoyer la réponse au client. D'accord? Donc c'est comme ça que va pouvoir envoyer, recevoir des paquets sur Internet, bien que le PC dispose d'une adresse privée sur le réseau. Donc ce type de NAT, on l'appelle NAT dynamique. D'accord? Pourquoi dynamique? Parce qu'il translate plusieurs adresses privées vers une seule adresse publique. Donc c'est un NAT 1 vers une seule adresse publique. D'accord? Donc une relation N vers 1. D'accord? N représente, c'est-à-dire l'ensemble d'adresses privées qui sont translatées vers une seule adresse publique. D'accord? Donc ça, c'est le premier scénario. Maintenant, essayons d'examiner un autre scénario dans lequel on a un serveur dans notre réseau local. Donc il se trouve que ce serveur, c'est un serveur web, d'accord, dans lequel on a mis notre site web, et on veut maintenant que ce serveur web soit accessible à partir d'Internet. C'est-à-dire que j'ai des clients ici, ils veulent consulter le site web de l'entreprise, ils vont essayer de se connecter à ce serveur web pour voir le contenu du site. D'accord? Donc, de la même manière, si je configure, si j'utilise pas le NAT, donc je vais jamais pouvoir recevoir les requêtes des clients parce que s'ils vont formuler cette requête avec une adresse privée, ça va pas marcher. D'accord? Les adresses privées sont pas uniques. Donc, je dois aussi obtenir une autre adresse publique de la part de mon ISP. On va appeler ça adresse publique 1. D'accord? Et ça va être adresse IP publique 2. D'accord? En quelque sorte, je vais utiliser par exemple dans ce scénario deux adresses IP publiques. Un pour faire le NAT dynamique et un pour rendre mon serveur web accessible à partir d'Internet.
Donc, de la même manière, donc je vais venir sur le routeur ici. Donc, je vais utiliser une flèche juste pour que vous allez comprendre. D'accord? Donc, de la même manière, donc sur ce routeur, je vais configurer aussi du NAT. D'accord? Et ce NAT va fonctionner de la même manière que, c'est-à-dire le premier scénario, sauf que les requêtes, cette fois, ils vont venir de l'extérieur, c'est-à-dire à partir d'Internet, vers mon réseau local. D'accord? Donc là, je vais recevoir un paquet avec une adresse IP sur ces destinations. Donc la destination va être l'adresse publique de mon serveur web. Donc je vais avoir ici une adresse destination représentée par l'adresse publique de mon serveur web. Et mon routeur, de la même manière, il va enlever cette adresse, il va la remplacer avec l'adresse privée du serveur. Dans ce cas, c'est 172.16.100.5 et il va pouvoir la remettre au serveur. Le serveur, c'est-à-dire pour lui c'est transparent, il va répondre à cette requête et de la même manière, d'accord, donc il va envoyer la réponse à ce client, mais dans le paquet, c'est-à-dire l'adresse source va être l'adresse privée du serveur. Donc le routeur, de la même manière, il va enlever cette adresse source, il va la remplacer avec l'adresse publique du serveur. Donc comme ça, on garde toujours la visibilité vers l'extérieur avec nos adresses publiques, d'accord? Donc là, par contre, c'est-à-dire la relation, donc c'est 1-1, d'accord? C'est-à-dire on a un client vers un serveur, d'accord? Et le type du NAT qu'on appelle ici, c'est un NAT statique, d'accord? D'accord? Donc comment vous faites la différence entre le NAT statique et le NAT dynamique? Donc le NAT dynamique, donc je vais rajouter ici NAT dynamique, dynamique. Donc la relation c'est n vers 1, d'accord? Plusieurs clients qui vont utiliser une seule adresse, d'accord, publique. Et pour le NAT statique, c'est un client à partir d'Internet qui accède vers un serveur, d'accord? Donc c'est 1-1. La relation c'est 1-1. Et la différence c'est aussi dans le sens. Donc, du réseau privé vers le réseau public. Donc ça va être du NAT, je vais mettre privé vers public, ça va être du NAT dynamique. D'accord? Et du réseau public vers le réseau privé, ça va être du NAT statique, pub vers privé. Voilà. C'est-à-dire là, on parle bien sûr de celui qui initie la requête. Donc là, c'est les clients qui vont initier des requêtes du réseau privé vers le réseau public. Et là, c'est des clients dans le réseau public qui vont initier des requêtes vers le réseau privé. Voilà. Donc c'est pour ça que on a besoin de faire le NAT dans les deux cas. C'est-à-dire parce que tout simplement, nos adresses sources ou destinations, si on garde des adresses privées, ne seront pas routables sur Internet. Donc on a besoin de faire du NAT selon le scénario. Donc si j'ai besoin uniquement c'est-à-dire de permettre à des clients d'aller vers Internet, j'aurai besoin du NAT dynamique seulement. Si j'ai aussi besoin de permettre à des gens de l'extérieur d'accéder à un serveur en local, j'aurai besoin de faire du NAT statique. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois.